Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Guillaume Saint-Cyrgue de la société Predixus. Guillaume, bienvenue. Waouh, super, la musique et tout, c'est génial. Attends, on fait pas les choses à moitié. on met le, tu vois, c'est comme Hollywood, quoi. T'as tout l'environnement avec. Guillaume, je suis très content de t'avoir parce que je t'ai découvert via, je t'ai découvert via un groupe que je suis sur LinkedIn, qui est le groupe des Factory Automation Insiders. Je crois que tu étais à un moment donné invité sur ce groupe. Et puis à partir de là, j'ai découvert ta chaîne YouTube et j'étais impressionné parce que déjà le nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est juste un truc de fou, quoi. Et ensuite, j'ai pris une deuxième claque après le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés, c'est une métrique, une vanity métrique, tu vois. C'était moi, marketeur, je me disais, ouais, comment il a fait pour avoir autant d'abonnés? Et j'ai compris quand j'ai regardé, tes premières vidéos, notamment une que tu as fait sur Machine Learning, ta deuxième société, sur du partage de connaissances sur ce que c'est que l'IA, mais sur un niveau que je crois que je n'ai pas vu ailleurs aujourd'hui sur la toile. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'IA, mais je crois que toi, tu sais de quoi tu parles. Et donc, c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Donc, encore une fois, très content de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton parcours, sur qui tu es et sur ce que fait Predixus? Eh ben écoute, Karim, merci pour l'invitation avant tout, c'est super d'être avec toi. Et je suis très flatté de tout ce que tu as pu dire sur mes vidéos. Alors, pour répondre à tes questions, je suis ingénieur dans le milieu professionnel depuis 10 ans. Voilà, j'ai 10 ans de carrière. Donc, ingénieur de formation très généraliste et j'ai fait ma carrière à l'international au Royaume-Uni. En commençant vraiment dans l'analyse de données, très rapidement la data science. Déjà en 2015-2016, je commençais vraiment à faire de la data science et du machine learning. À l'époque où on n'en parlait pas encore comme aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai beaucoup progressé dans des milieux liés à la tech, liés à l'aérospatiale au Royaume-Uni pendant toutes ces années-là. En 2019, j'ai créé donc cette chaîne YouTube qui s'appelle Machine Learning sur laquelle je partage mes connaissances, comment les algorithmes fonctionnent, comment les utiliser. Et ensuite, à travers le temps, j'ai aussi créé une autre entreprise qui s'appelle Predixus, qui est basée au Royaume-Uni et qui aide les entreprises à doubler leurs revenus quand ils ont des capteurs ou des solutions qui captent l'environnement, en tout simplement créant des plateformes de données sur lesquelles toutes leurs données sont stockées et ils peuvent les analyser, ils peuvent en tirer de la valeur, créer des algorithmes de maintenance prédictive, de détection d'anomalies et toute autre chose dans ce genre-là. Donc, voilà qui je suis. Tu t'adresses quand même, dans ce que tu décris, on est sur de l'IoT, c'est ça, sur ces objets qu'on va connecter, qui vont traiter cette data, et tu t'adresses quand même donc principalement à des boîtes du secteur industriel, dans ce que je comprends là. Ouais, tout à fait. C'est carrément ce secteur-là. Parfois, il y a des choses plus ou moins IoT que d'autres. Par exemple, on a pu travailler avec des gens qui travaillent sur des grosses machines, sur des pompes à eau, sur des choses qui sont pas IoT, mais des gens qui ont un système qui collecte des données et qui se disent, bah mince. J'ai pas accès à mes données et pourtant mes données valent de l'or. Ouais, Et ouais, c'est clair. on s'assure d'aider les entreprises à transformer cet or en véritable valeur. D'en tirer quelque chose, quoi. Parce que tant que ça reste stocké dans un data lake, on n'en fait pas grand-chose, quoi. Il faut arriver à derrière analyser tout ça. Alors, dans les sujets dont je voulais discuter un peu avec toi, alors effectivement, depuis l'avènement de ChatGPT, de tous ces modèles, là, tout le monde parle d'IA, ça bouleverse quand même beaucoup de choses, hein, moi-même, dans mes métiers, je suis frontalement confronté. En tout cas, j'ai besoin de faire quelque chose autour de ça. Sinon, je pense qu'une boîte comme la mienne, dans quelques temps, risque d'avoir des soucis. Comment on fait pour faire la part entre ce qui relève un peu du buzz et des vrais cas d'usage? Voilà, quel conseil tu donnerais à une PME aujourd'hui qui démarre, qui se pose un certain nombre de questions là-dessus? Par quoi on commence quand on n'a pas une culture tech, quand on n'a pas forcément une culture data, parce que ce n'est pas la culture de beaucoup d'industriels, je pense surtout aux PME. Alors, il y a peut-être des industriels qui sont un peu plus habitués à ça. Tu parlais de l'aérospatiale, l'aéronautique, c'est peut-être différent. Mais dans la bonne vieille PME traditionnelle, on va dire, je sais pas, de la plasturgie ou de la mécanique, c'est pas encore ancré dans la culture, la data. C'est quoi ton avis là-dessus? Par quel conseil tu donnerais à un dirigeant? Par quoi on devrait commencer si l'idée c'est de chercher à ce que l'IA ait un impact sur le business? Alors c'est une excellente question et
tu relèves là une réalité, en effet. Hein. Énormément des gens qu'on a pu accompagner, ou même dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, étaient dans cette situation-là. Donc déjà, faut pas s'affoler en se disant on est en retard. Non, non. Beaucoup de gens sont peut-être au niveau dans lequel vous êtes si vous nous écoutez là parler. Comment aborder les choses? Alors, on peut faire un audit en faisant venir des experts. Ok, mais bon, les audits, ça coûte cher. Et des fois, ils nous disent que... j'avais une fois un collègue qui disait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent votre montre pour vous dire quelle heure il est. Il y a un peu de ça, puis surtout avec le buzz qu'il y a autour de l'IA, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui surfent là-dessus, qui se recyclent. Hein. Il y a des gens que je voyais hier, marketeurs, sont devenus subitement des spécialistes de l'IA et ont changé de casquette. Alors, je ne dis pas que c'est un mal, ils ont le droit de le faire, mais du coup, en termes de niveau d'expertise sur des sujets indus, moi, ça me pose quand même question de faire appel comme ça à des gens, on va dire, out of the blue, tu vois, où tu sais pas, c'est compliqué de trouver des gens qui ont un vrai background ou des choses intéressantes à faire avec nous, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, si on met cette idée d'audit de côté, même si ça peut être une très bonne chose, et ça peut beaucoup aider, everything starts with data. Voilà. Avant de commencer à faire de l'IA, de réfléchir à développer des modèles, des algorithmes, tout ce genre de choses, ce qui pose le plus problème, et je suis sûr que vous vous reconnaissez, certains d'entre vous qui vont nous écouter, c'est « mais déjà, j'ai pas les données que je voudrais avoir ». C'est le cas de tout le monde, même dans les meilleures boîtes, même dans les boîtes qui sont ultra tech et qui peuvent vous sembler impressionnantes, je vous assure, quand on va là-bas, on se dit « waouh, mais en fait, ça marche pas du tout comme ça devrait marcher ». Déjà, il vous faut une bonne pipeline d'acquisition des données, parce que vos données, qu'elles soient, que ce soit vos données techniques, vos données commerciales, vos bases de données, vos documents Word, vos Excel, toute la richesse qui est créée par votre entreprise, il s'agit de réussir à les centraliser dans un endroit. Je ne vous parle pas de faire une base de données des années 90. Je vous parle vraiment de faire quelque chose dans lequel il y a une logique qui nous débloque toutes les analyses descriptives qu'on peut faire dans un premier lieu. En fait, il y a 4 grands types d'analyses quand on fait de l'IA ou des choses comme ça. L'analyse descriptive, qui consiste à juste faire des statistiques, dire, eh ben, en moyenne, le temps de réponse de notre machine est de, je sais pas, 2 heures, voilà, ou le temps de ce genre de choses, le temps de Donc là, ça délai. veut dire que tu as un pipeline d'acquisition de cette donnée branchée sur tes machines et derrière, bah, l'IA va juste dire, va faire des calculs de stats ou de moyenne ou d'écart-type, ce genre de choses, quoi, d'analyse de données. Finalement, c'est standard, quoi. C'est ça, mais à ce moment-là, on parle même pas encore d'IA. Ouais, tu viens de le dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est des maths. Ouais. Voilà. Donc, tu as dit quelque chose de très intéressant auquel peut-être beaucoup d'industriels qui vont nous écouter vont se dire « Ah, mais moi, j'ai pas encore ça. » Donc, il faut commencer par ça. Tu as dit connectez votre machine à une base de données. Alors, je vais vous donner des technologies qui vous permettent de faire ça. Elles sont gratuites. Elles sont hyper populaires et connues. Donc, vous trouverez super facilement des développeurs compétents à travers le monde, donc qui vous coûteront pas forcément cher pour développer ces choses-là, les maintenir. Et en plus, comme elles sont open source, bah, vous pouvez aussi les mettre chez vous. Vous n'avez pas besoin d'envoyer tout ça sur le cloud, vous dire, mon Dieu, il y a Google, il y a Amazon qui va regarder mes technologies. Donc déjà, tu peux t'éviter ces réflexions sur où est-ce que je stocke la donnée, parce que souvent, déjà, tu as un premier blocage, on a une espèce de paralysie, parce que, ah mais merde, je vais envoyer la donnée à Google ou à Amazon. Donc, on peut travailler avec un serveur local, en fait. C'est ce que tu es en train de dire. Mais tout à fait. Je l'ai fait dans certaines entreprises dans lesquelles on travaillait pour la défense. Et la défense, on ne met pas ça sur le cloud. On garde ça chez nous. C'est comme ça, c'est obligatoire. Donc, il y a des technologies comme PostgreSQL qui vous permettent de faire de construire toutes ces choses-là. Tu connais bien, toi, Karim. Ouais, c'est les mêmes bases de données finalement qu'on peut utiliser pour faire un site web, une application web. C'est pas des bases de données ou des structures beaucoup plus complexes. Là, on parle de la même chose là. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est juste comment créer des architectures qui soient scalables en même temps et qui soient vraiment propices à l'analyse de données pour des industriels. Parce que quand on est industriel et qu'on fait peut-être des machines ou bien qu'on a des données très techniques, c'est pas la même chose qu'avoir un site internet avec une base de données sur des utilisateurs et des articles qui seraient affichés sur des pages. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc, il faut quand même adapter le choix de la technologie à ces choses-là. Mais des fois, les gens se disent, ça va me coûter des millions. Ah, pas du tout, pas du tout. On peut créer une très, très belle base de données technique pour une entreprise qui débloque ensuite l'accès à
à toute la valeur. Et littéralement, on a vu des projets chez Predixus dans lesquels ils ont doublé leurs revenus juste en faisant une base de données qui pouvait coûter entre 80 000 et 120, 130 000 euros de créer toute cette base de données. Et en fait, c'est pas qu'une base de données, c'est ce que j'appelle une data management platform ou une data analysis platform. Voilà, c'est une plateforme de données qui permet de commencer à créer des algorithmes d'analyse. Okay. Et je vous disais, il y a 4 niveaux d'analyse. Donc le premier, c'est descriptif. Le deuxième, c'est diagnostic. Ça consiste à dire pourquoi ça s'est passé. Le premier, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Le deuxième, c'est pourquoi ça s'est passé. Le troisième, c'est l'analyse prédictive. Alors, c'est là qu'on fait du machine learning, de l'IA. C'est on va prédire le futur, on va prédire qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, c'est les algorithmes dans lesquels je suis spécialisé. Et le dernier, c'est l'analyse prescriptive. C'est celle qui consiste à dire, attends, pourquoi ça s'est passé pardon, pourquoi c'était le diagnostic, le prescriptif, c'est comment faire en sorte que ça se passe ou que ça se passe pas. Voilà. Ouais, okay. Voilà, c'est le médecin qui vous dit, bon, pour éviter d'avoir des problèmes de santé, essayez de faire du sport, essayez de bien manger, mangez pas trop gras, parce que j'ai analysé toutes les données pour comprendre que vous aurez ce résultat si vous faites ces choses-là. Donc ça, c'est une première étape. On structure la donnée. C'est quoi la taille d'une équipe? Moi, je prends le cas, encore une fois, de ma PME, qui est quand même l'essentiel du tissu aujourd'hui industriel. Est-ce qu'il faut staffer? Est-ce que tu recommandes pour construire ça d'avoir quelqu'un en interne, de staffer? Le problème, c'est que si je ne suis pas moi-même de la partie, j'ai du mal à trouver les bons profils ou à savoir qui recruter. C'est quoi pour toi la taille de l'équipe pour démarrer ce genre d'approche? Est-ce que je confie ça à mon DSI? Est-ce que c'est la bonne personne pour piloter ce genre de projet? Qu'est-ce que tu recommandes? Les boîtes que tu as accompagnées, est-ce qu'elles avaient déjà staffé sur ces sujets-là? Parce qu'il faut quand même des gens qui s'occupent du projet. J'allais justement répondre à ta question en partageant mon expérience vécue des 10 dernières années. J'ai pas le nombre exact en tête, mais je dirais que j'ai été dans entre 15 et 25 projets de transformation numérique à travers différentes entreprises et différentes industries. Ça dépend bien sûr de la culture de l'entreprise, mais j'ai très souvent vu que les entreprises qui réussissaient le mieux ces transitions, ces transformations, étaient celles qui avaient bien compris que elles avaient un métier et une expertise donnée, voilà, et personne au monde ne peut leur expliquer comment faire leur métier mieux que elles. Si vous êtes patron, vous avez développé une super technologie pour, je sais pas, prédire quand est-ce que voilà, une machine va tomber en panne. Enfin, vous avez prédit. Ou là, j'ai pris un mauvais exemple. Vous avez développé des super bonnes pompes à eau, peu importe. Ouais, mais vous êtes les meilleurs pour faire ça. Mais vous n'êtes pas une entreprise qui fait du software. Mais ça dépend de la culture. Il y a des entreprises qui ont déjà, dans les années 2000, 2010, ou même plus anciennes, si possible, ont déjà commencé à allier une partie tech dans leur équipe. Ouais. Elles ont une culture un peu tech. J'ai aussi vu ça, mais ça dépend vraiment de la culture. J'ai plus souvent vu réussir les entreprises qui outsourçaient cette partie-là et qui avaient des experts, des spécialistes du sujet. Ouais. Maintenant, tu as quand même dit quelque chose d'intéressant. Le DSI. Le DSI doit bien sûr être toujours impliqué là-dedans. Ça, c'est une évidence. Je suis très content que tu aies parlé de ça parce que en ce moment, justement, chez Predixus, on travaille avec une entreprise dans laquelle le DSI est impliqué. Et on a tout de suite dit ouf, c'est génial, parce que j'ai souvent connu des situations dans lesquelles le DSI n'était pas impliqué au début, ça compliquait énormément de choses. Ouais. On peut commencer à faire une transition. Donc il y a une équipe qui travaille dans son coin, des fois même l'équipe de recherche et développement, parce qu'ils se disent c'est de l'IA, donc il y a des nouvelles technologies en jeu. Voilà. Ouais. Et puis ensuite ils essayent d'incorporer ça dans le système. Et puis, tu as le service informatique qui dit « Wow, c'est pas possible là, les gars !» Donc non, le DSI doit absolument faire partie du projet. Et c'est très bien de lui donner de très grandes responsabilités là-dedans. Si vous êtes DSI, c'est génial, c'est super intéressant et ça vous fera développer votre carrière aussi. Donc, on commence par réfléchir à l'infrastructure. Où est-ce qu'on va stocker la donnée? Moi, une question que je me pose, ce que je trouve en tout cas à mon niveau de fantastique avec l'IA, surtout pour un mec comme moi qui est complètement désordonné et qui est incapable d'organiser par exemple un simple dossier Google Drive. Le truc magique, c'est que tu peux lui donner à bouffer plein de trucs dans tous les sens.
elle est capable de structurer. Donc la question que je me pose, c'est que jusqu'à quel niveau on a besoin d'avoir une donnée structurée? Est-ce que c'est pas le job de l'IA à un moment donné d'être capable de se débrouiller là-dedans, quoi? Tu vois, moi je parle d'un point de vue complètement extérieur, j'ai pas mis les mains dans le code, je sais pas comment marche la machine, mais je Ouais. me dis d'un point de vue extérieur, moi j'ai juste envie de lui balancer plein de docs et de lui dire vas-y, aide-moi à analyser tout ça. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller très loin dans la structuration de la donnée? Parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi un frein, de se dire ma donnée n'est pas prête et on en fait toute une montagne et on va se dire bah, tiens, tant que je n'ai pas travaillé sur ma data platform, je ne vais rien pouvoir faire. C'est quoi, à ton avis? Après, tu as le droit de me dire que je me plante complètement, mais comment Alors, tu as tu... dit quelque chose. Le tout premier truc que tu as dit dans ta phrase, quand tu as repris la parole, c'était faut commencer par l'infra. Ouais, J'ai pas voulu dire ça tout à l'heure. d'accord. Faut pas commencer par l'infra, faut commencer par l'étude du besoin. Et tu le sais très Ouais, bien, tu as ta boîte, tu sais très bien que les projets qui réussissent, c'est ceux dans lesquels on a vraiment construit un bon cahier des charges. Maintenant, faut pas être perfectionniste pour autant. On vit dans un milieu qui évolue super vite. Il y a un mélange entre la méthodologie agile et la méthodologie classique qu'il faut avoir. Mais faut que ça aille vite. Faut pas tenter de construire le prochain ouais, Concorde ouais, ou t'es la pas, de toute prochaine Tour façon, Eiffel. ouais. Non, on a le droit de se planter, mais il faut se planter rapidement. Euh, les MVP, les POC, tout ça, peut-être qu'on va en reparler, mais Bah, parle-en justement. Est-ce que tu vois, moi, en préparant l'émission, là, l'épisode, je te disais que j'ai eu des discussions intéressantes. Soit j'ai des gars qui me disent ben, on va faire un POC pour essayer de comprendre sur quel endroit l'IA serait la plus pertinente. Donc on fait une analyse et ensuite on va probablement faire un POC. J'ai l'impression que ça va tellement vite. Est-ce qu'on a le temps de faire des POC? Est-ce qu'il ne faut pas justement se dire où est-ce que j'ai la plus grosse friction aujourd'hui dans mon business? Et est-ce que c'est pas par là que je devrais commencer à voir si l'IA peut solutionner ça et puis à y aller, quoi, et à faire plutôt un MVP plutôt qu'un POC qui bien reste sûr, un truc, tu vois, on veut prouver que ça va marcher. J'ai l'impression qu'on y va, mais on y va à petite dose, quoi. Alors, tu vois, c'est un bien peu le sûr. sentiment que ça me donne. Je vais répondre à cette question, mais attends, je reviens sur ce que je disais à l'instant. Donc, avant de se dire, il nous faut une infra. Non, si vous nous écoutez, que vous êtes industriel, que vous êtes spécialisé dans votre domaine, etc., et c'est forcément le cas, la première question que vous allez vous poser, c'est mais pourquoi faire une data platform? Pourquoi faire une infra? Qu'est-ce que je dois mettre dessus? Mais ça, ce sera jamais des spécialistes en IA ou en data ou en tech qui vous l'expliqueront. S'ils commencent à vous l'expliquer, fuyez. Ouais, c'est qu'il y a un Non, vous problème. êtes les Ouais. spécialistes. Moi, j'y connais rien à la chirurgie. Donc, si j'accompagne une boîte qui fait de la chirurgie, ils vont me dire non Ouais. mais Non, Coco, tu restes laisse-nous. dans ton coin. Donc en Ok. fait, il vous faut un accompagnement avec, et c'est là qu'on peut faire appel à peut-être pas une société d'auditing, mais à un consultant externe qui va nous guider, à un conseiller, ouais, à qui on va poser des questions liées à la data, aux statistiques, à la data science, et dans lequel on va dire, alors, on s'est assis avec nos ingénieurs et notre CTO et le cofondateur, le gars qui a écrit les premiers articles scientifiques, peu importe, quel que soit votre domaine, et on sait qu'il nous faudrait collecter sur notre machine la vibration du moteur, la température de la batterie, toutes ces choses-là, c'est super important. Bon, vous remplacez ça par n'importe quel autre système, peu importe l'industrie dans laquelle vous travaillez. Commencez vraiment par faire, sans être perfectionniste, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, on ne construit pas la tour Eiffel, il faut Ouais. éviter de faire ça. Commencez par vous dire, ok, qu'est-ce qu'il nous faudrait vraiment récolter comme data? What matters? Voilà, qu'est-ce qui compte vraiment, les gars, pour commencer à avoir un effet de Pareto en faisant 20% des tâches qui nous apporteront déjà 80% des bénéfices. Et là-dessus, ça coûte pas cher et en quelques mois à peine, sur la plupart des projets sur lesquels on a travaillé depuis ces dernières années avec mes collègues, en 6 mois, la valeur était là. On n'avait pas un POC, on avait vraiment un truc qui comptait. Donc, on commence par se dire de quoi il nous faut pour réussir. Donc, définissez un KPI. Si vous êtes directeur de votre boîte, vous en avez plein des KPI. Donc, choisissez le KPI qui compte. Asseyez-vous avec vos ingénieurs avec un esprit ultra simple pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce KPI. Les premières réponses seront en général les bonnes. Il faut suivre son instinct, son gut feeling. Ouais. Et après, analyser a posteriori. Donc, on travaille là-dessus, on crée une infra pour collecter ces données sur laquelle ensuite on va pouvoir formuler nos hypothèses, celles qu'on avait au tout départ, les tester et avancer. Et se dire, ok, c'était la bonne idée, non, il faut qu'on change. Et ça, il faut le faire très rapidement. Et maintenant, je réponds à ta deuxième question. Les POC, tout ça, POC, ça veut dire Proof of Concept. On vit plus à l'époque des Proof of Concept dans le monde de l'IA. Le Ça concept, fait... il est prouvé. Mais oui, il Ouais. est prouvé. Ouais. Alors, à moins
et ça je l'ai connu, à moins qu'on fasse de l'IA pour développer une nouvelle technologie. Par exemple, j'ai pris quelques exemples liés à la santé tout à l'heure, la chirurgie, etc. Ouais. J'ai travaillé dans des domaines dans lesquels, non, il nous fallait vraiment faire une preuve de concept parce qu'on se disait, là, on a une base de données avec des images liées à un cancer, Ouais, un tu peux cancer, pas voilà, on a t'amuser avec beaucoup ça. d'images sur les tumeurs. On n'en sait rien si cet algorithme pourrait fonctionner, donc on va faire une petite preuve de concept. On va tester l'idée, on va tester l'hypothèse. Mais sinon, si vous êtes dans des applications très génériques, que vous vous dites, bah tiens, moi je veux faire une analyse automatisée des RFQ pour créer des devis ou des choses comme ça, mais faites pas des analyses de concept, ça fait 5 ans que les Américains ils les ont fait. Donc développez un MVP, ça vous prendra 3 à 6 mois et vous aurez déjà énormément de valeur en mode Pareto, 20% qui donne 80% de résultats. Ouais. Et puis là, tu viens de citer un exemple sur la partie chiffrage qui est souvent un goulot d'étranglement dans beaucoup de PME. Tu reçois un RFQ, il faut l'analyser, ça prend du temps, tu mobilises une équipe pour analyser le RFQ. Ensuite, tu vas parler à ta prod pour savoir si on peut répondre ou pas et comment on va répondre. Et puis là, tu t'aperçois qu'il te manque des données. Donc ça génère tout un tas d'allers-retours entre le donneur d'ordre, celui qui a reçu le RFQ et son équipe. Et ça génère même des tensions dans les boîtes, ce goulot d'étranglement. Donc là, je pense qu'on a un use case assez intéressant, quoi, si on devait commencer par ça. Bah, prenons cet exemple. Imaginons que je sois une boîte qui fasse depuis 30 ans, qui reçoive des RFQ, je sais pas, d'un domaine. Tout le monde, dans l'industrie, tout le monde doit recevoir des RFQ. Je reçois ces cahiers des charges, je reçois ces plans. Ça ressemble à quoi en fait derrière? Ça veut dire que toute cette data que j'ai depuis 30 ans, c'est des choses que je pourrais exploiter dans un projet comme celui-là. Comment on pourrait l'exploiter? Et pour l'exploiter, c'est chouette que tu parles de ça parce que je me rends compte que j'ai pas répondu à toutes les questions que tu m'as posées tout à l'heure. Non, mais après, j'en pose 10 à la minute. C'est très bien. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, tout se reconnecte. Tout à l'heure, tu as dit jusqu'à à quel point est-ce qu'il faut absolument structurer les données? Parce que des fois, ça peut faire peur. Et donc, j'ai dit, non, ça commence pas par l'infrastructure. D'abord, il faut se dire, bon, quelles sont les données dont on a vraiment besoin? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit avec tous les outils IA, d'une part les LLM, et maintenant les agents, et puis on a les Manus, et puis on avait aussi les outils d'automation avant, Make, Zapier, etc. On pouvait se dire, ah mais c'est bon, je peux trouver une IA qui va, je vais juste lui écrire un prompt, je vais lui écrire un prompt, analyse-moi tous ces trucs-là en allant chercher les fichiers qui sont quelque part. Ouais, elle saura pas les trouver, les fichiers. Donc, il faut quand même encore aujourd'hui, peut-être que ça va changer dans quelques mois, et ça sera génial. À ce moment-là, on sera encore meilleur dans mon entreprise, et puis la tienne, et toutes celles qui font de l'IA. On pourra encore mieux aider les autres entreprises, mais à l'heure actuelle, il faut encore trier les choses, les classer, les catégoriser. Les décrire aussi peut-être, expliquer, c'est-à-dire que tu as besoin d'expliquer ce qui est contenu dans le dossier, en tout cas de le formaliser dans le... Tu n'as pas besoin de le décrire, mais tu as besoin de le capturer dans ta base de données. Dans ton... J'aime pas parler de juste base de données, j'aime vraiment parler de data. De data platform. Voilà, c'est comme si vous avez plein de tables et vous dites, ah mais en fait, ce document-là, on en a extrait toutes les informations critiques. On a aussi le document source, mais on en a extrait les informations techniques qu'on a mis dans une table SQL. On a dit, voilà le prix. Par exemple, peut-être que ce document dont je parle, il s'agit de la fiche technique d'une des machines que vous vendez. Voilà. Et il y a plein de sous-composants, et puis ils ont chacun des performances, une vitesse, une durée de vie, etc., etc. Bon, eh bien cette fiche-là, c'est très bien d'avoir quelque part une table qui décrit justement toutes ces choses que je viens de dire, en disant durée de vie égale temps. Comme ça, après, avec nos algorithmes, il y a 10 ans, 20 ans, c'était des développeurs qui allaient eux-mêmes taper des lignes de code pour dire oui, va chercher le champ qui s'appelle durée de vie pour la machine, temps, etc. Maintenant, l'IA, aujourd'hui, si les choses sont bien structurées comme ça, l'IA, elle fait tout ça pour vous, bien sûr. Mais il faut avoir une structure. Si vous avez cette structure, déjà, ça va... vous allez diminuer vos coûts peut-être par 10. Au lieu qu'un projet vous coûte 1 million, il va vous coûter 100 000. Au lieu qu'un projet vous coûte 500 000, il va vous coûter 50 000 pour de vrai. On est dans des prix très abordables pour créer ces choses-là aujourd'hui. Ensuite, les algorithmes seront beaucoup plus performants, solides. Voilà, en fait, robustes en anglais. C'est-à-dire, le terme français, tu sais, ça voudrait dire pas persistant, mais ils sont constants. Ils vous disent toujours la chose qu'il faut dire. Ils vont pas se mettre à halluciner ou se dire
tiens, j'ai pas trouvé de table qui décrivait ça, mais j'ai trouvé un autre document qui était perdu Ouais. là dans le dossier de Dominique. Lui, ça doit être ça que tu veux dire. Ouais. Non, c'était pas ça. Non. Donc voilà, si vous structurez bien les choses en amont, eh bien toutes Tu as les des choses meilleurs qui résultats suivront derrière. iront bien. Ça sera... Je termine Ok. en disant, en fait, en data, il y a toujours eu un concept clé et je pense qu'il existera toujours, même au moment où on aura des agentic AI qui pourront vraiment nous simplifier la tâche. Ce concept, vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est le garbage in. Tu continues la phrase? Ouais, garbage out, c'est ça. Garbage out, super, t'as vu, il y a une Ouais. interaction entre nous, c'est génial. Non mais ouais, vraiment, si vous avez des mauvaises choses qui rentrent dans la machine, Ouais, si derrière, on vous faites un sortira pas. gâteau, si vous vous dites je vais faire le meilleur plat du monde et vous mettez des Les ingrédients ingrédients périmés pourris, dedans, on aura un plat pourri. Ouais. Ouais. ça va pas Ouais. être bon, ça va pas être bon. Ok. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est assez actionnable ce que tu dis là. Et des fois, on a du mal à avoir ce genre d'informations. Tu vois, voilà, comment on démarre, comment on structure. Euh, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur la maturité des boîtes? Parce que moi, je commence à voir quand même des boîtes bouger là-dessus. J'ai l'impression qu'elles ont envie d'y aller. Est-ce que en plus, toi, tu as un regard international, tu es au UK, et les anglo-saxons ont quand même l'habitude d'aller des fois un peu plus vite que nous, les Américains notamment. Comment tu juges la maturité aujourd'hui des boîtes indus françaises? Tu as bossé un peu dans l'indus, tu as quelques clients là-dedans. Comment tu vois les choses évoluer? Alors, je sais que tu n'es pas t'es pas McKinsey, que tu n'as peut-être pas fait d'études là-dessus, mais c'est quoi, toi, ton Non mais avis de praticien, de mec qui travaille dans le secteur indus, qui a bossé dans le secteur indus et qui est dans l'IA? Comment tu vois les choses? alors oui, je suis peut-être pas McKinsey, mais je lis beaucoup de rapports pour compléter mon expérience. Alors, euh, ça dépend des industries. Déjà, aujourd'hui, il faut pas avoir honte de ce qu'on fait en France. Il y a de très belles choses, notamment portées par tout ce qu'on a pu voir durant les derniers mois. Le sommet de l'IA, il y a beaucoup de choses qui se passent. Station F, c'est très chouette. Euh, Pour le coup, le sommet d'IA, c'était pas très indus. Moi, j'ai trouvé que c'était. Parce que j'ai failli y aller, j'ai pas pu y aller pour X raisons, mais je trouvais que c'était très. Un peu grand public, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé que l'indus avait été un peu. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai pas retrouvé un côté très indus là-dedans, alors qu'on parle de réindustrialisation, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être un avis. oui, c'est vrai que ta question portait vraiment sur les PME dans l'industrie. C'est vrai que j'ai juste omis cette info dans le contexte. Mais la situation, donc pour répondre à la situation contexte industriel, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on en a tous besoin. Si on est dans l'industrie, on en a tous besoin parce que dans l'industrie, vos données sont ce qui va faire la différence sur vos KPIs, grâce à ces 4 piliers d'analyse, comme je disais. Ouais, Si vous savez pourquoi les choses se passent, déjà si vous savez qu'est-ce qui se passe, déjà il y a plein d'entreprises, qui et savent même pas. au UK. Hein. Donc c'est pour ça que je dis Ouais, faut pas avoir honte, faut pas avoir d'accord. honte de ce qu'on fait en France. Au UK, j'ai travaillé pour pas mal de boîtes dans l'aérospatiale, dans les semi-conducteurs, dans la tech, Ok. Ils sont pas vraiment la tech à forcément la plus en pointe de la avance que pointe. nous, quoi. Bah, pas vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, et il y a des mauvaises choses aussi. Voilà, voilà. On est tous des êtres humains, on a Ouais, tous ouais, c'est un clair, cerveau, c'est deux clair. oreilles, deux yeux. Voilà, En il tout n'y a cas, pas des on n'a surhommes. pas de complexe à avoir. On peut faire des belles choses aussi en France sur nos PME Indus, mais bon, il faut peut-être se Bah, bouger un peu, quoi. Ouais. quand je vois qu'on a fait des centrales nucléaires, des TGV, Ouais, on des est capable. Concorde, des trucs Ouais. comme ça, des sous-marins, c'est bien sûr. On a tout ce qu'il faut en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Maintenant, ce qu'il vous faut vraiment, c'est ce que je Ces vois quatre qui points, manque ouais. à Ouais. énormément de boîtes aujourd'hui, c'est déjà l'accès à la data pour déjà répondre à faire de l'analyse descriptive. Qu'est-ce qui se passe? Mm. Qu'est-ce qui se passe sur mes pompes à eau? Qu'est-ce qui se passe sur mes chaudières? Qu'est-ce qui se passe sur ma ligne de train? Juste rien que savoir ça, avoir des dashboards pour avoir l'accès aux données en temps réel. Mais qui n'en rêverait pas? Ouais. Non, mais c'est clair, Euh, c'est clair. je sais que il y a énormément de gens qui vont nous écouter pour qui ça n'est pas le cas. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est rassurez-vous, vous êtes tout plein comme ça. Même moi dans ma boîte, j'aimerais que les choses soient mieux. Voilà. Et j'ai travaillé dans des startups, des techs immenses au Royaume-Uni. L'une d'entre elles, c'était la 6e plus grosse croissance du pays en 2019. Truc de fou. Ils étaient pas au point. Il y avait plein de choses sur lesquelles les gens s'arrachaient les cheveux. Donc, faut savoir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, pourquoi ça se passe? Pourquoi est-ce que
ma ligne de chaîne de fabrication, elle tombe en panne. Quels sont les facteurs? Vous ne saurez cela que si vous avez récolté vos données, que si vous avez connecté votre système. Puis ensuite, vous pouvez tenter de prédire, donc dire, OK, je prédis que ce mois-ci, on va donc, si tout se passe bien, on devrait produire 500 unités. Voilà. Et pour finir, prescriptif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en produire 1000 des unités tout en minimisant nos coûts. Voilà. On a ici les 4 niveaux d'analyse. Ces 4 niveaux d'analyse, tu peux les appliquer à toutes les situations. En fait, on parlait tout à l'heure du chiffrage. J'étais en train de réfléchir en t'écoutant. C'est pareil, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mes chiffrages? Comment est-ce que je fais les chiffrages? Quelle data je collecte quand je réponds à un RFQ? Et puis après, derrière, se poser ces 4 questions. Et on a un peu notre méthodo, quoi, quelque part, en termes d'approche de l'IA. Et en fait, l'un débloque à chaque fois l'autre. Et ils sont de plus en plus compliqués. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une échelle comme ça, du plus simple au plus difficile. Je commence à faire n'importe quoi avec mes doigts. Mais en tout cas, ces images, j'ai été méditerranéen un peu, non? Quelque part. Guillaume, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'on arrive un peu à la fin de la discussion? Est-ce qu'on, à part ce que tu viens de nous dire, tu n'es pas obligé de remontrer tes doigts, mais à part ce que tu viens de nous dire, qu'est-ce qu'on devrait retenir aujourd'hui de nos discussions? Qu'est-ce qui pour toi est ta conviction, on va dire, profonde, que tu as envie de communiquer aux dirigeants de la PME, de l'ETI Indus? Si vous êtes une PME côté Indus, vous devez absolument vous mettre à l'IA. Ça, c'est clair, c'est 100%. Mais faut pas que ça vous fasse peur et faut pas brûler les étapes. Vous n'aurez pas de valeur directement avec un algorithme IA. Commencez par la data et au fond de vous, vous le savez. Tous les projets sur lesquels j'ai travaillé qui ont été couronnés de succès, et c'est pas moi qui m'en étais rendu compte à la base, c'était mes premiers mentors, il y a 10 ans, qui me disaient « The value is in the data ». Ils étaient américains, ils étaient anglais, ils avaient déjà tout compris. Ils disaient « The value is in the data. It's not in the model ». C'est pas dans le modèle, dans l'algorithme. C'est juste, est-ce que j'ai la bonne data au bon endroit, qui m'arrive au bon moment, avec lequel je peux prendre la bonne décision. Si vous avez ça, après, tout est possible. Les modèles et les algorithmes, ils vous permettent d'automatiser cette prise de décision. Et vous savez quoi? En fait, ils sont super faciles à écrire, ces algorithmes. Ça coûte pas cher. Des fois, on se dit, il faut avoir une équipe, il faut avoir des compétences. Non, non, non. Il faut juste savoir vers qui aller. Faut peut-être recruter quelqu'un pour faire ça, mais ça coûte pas des millions d'euros, ça coûte même pas des centaines de milliers d'euros, hein. C'est sur quelques dizaines de milliers, mais faut avoir la bonne data au bon endroit. Donc, si vous êtes une PME côté Indus, focalisez-vous sur ramener les bonnes données au bon endroit, faites un nettoyage, affinez vos processus, vos pipelines qui vous mènent à ça, devenez lean, éliminez les coûts qui servent à rien. Et après, mais vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez diminuer vos coûts. Vos clients, vous pourrez peut-être même les facturer plus et ils vous remercieront pour ça. Je vous assure, c'est vrai. Ayant travaillé dans la maintenance prédictive, j'ai travaillé pour une boîte dans laquelle on arrivait au final à facturer plus nos clients et ils étaient encore plus contents. C'est quand même incroyable. Le gain derrière pour eux, il devait être juste. Voilà, il était asymétrique. Ouais. Il était asymétrique, voilà. Et donc, vous allez réduire vos coûts, vous allez augmenter votre marge et vous allez aussi donc vous différencier de vos concurrents. Et ça c'est crucial et j'ai envie de le dire parce que on est en compétition avec les Américains, avec la Chine, etc. Et moi j'ai envie de voir gagner l'Europe. Voilà, j'ai envie de voir gagner nos pays, nos voisins, parce qu'on a tellement de valeurs qui nous sont chères. Et on n'a pas envie de voir gagner forcément les autres. Après, il faut de la place pour tout le monde sur cette terre, mais il faut qu'on puisse défendre notre beefsteak aussi, voilà, parce qu'on le mérite. Et puis on parle beaucoup aussi de souveraineté, on est vraiment dans ces sujets-là, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il faut qu'on puisse faire nous-mêmes les choses sans dépendre de ce qu'au font nos amis américains, même si on les aime bien. Exactement. Il n'y a pas de débat. Guillaume, merci beaucoup. Peut-être en conclusion, moi je veux juste quand même rappeler que bon, t'as ces deux entreprises, Machine Learning, tu proposes quand même des formations qui ont l'air plutôt intéressantes. C'est toujours ouvert, c'est possible, c'est accessible à qui parce que j'ai cru voir passer des choses où tu as dit que c'était complet, mais si je veux me former... C'est fermé. C'est fermé. Non, alors, c'est fermé. En réalité, oui, on a à l'heure actuelle, on forme 500 personnes en France. D'accord, donc tu as déjà de quoi faire. Ok.
Ouais, c'est une très grosse formation. On forme aussi les entreprises donc à comment utiliser le machine learning pour vraiment augmenter la valeur que vous pouvez avoir dans vos projets, dans vos entreprises. Donc on fait du clustering, de la classification, les réseaux de neurones, comment vraiment les utiliser sur des use cases. Sur des use cases concrets. Ça, c'est mon entreprise Machine Learning. Et puis sinon, ouais, j'ai une entreprise à Cambridge qui fait du développement, donc qui aide les boîtes à créer leur data platform pour vraiment, comme je le disais, jusqu'à doubler leur chiffre d'affaires, parce que c'est ce qu'on a vu à travers les différents projets qu'on a pu réaliser par le passé. Super, merci beaucoup Guillaume. Vous allez bien sûr trouver les liens vers Predixus et Machine Learning et le profil de Guillaume. Je vous invite à aller le suivre sur LinkedIn et surtout sur YouTube, parce que je pense que c'est là que ça se passe, principalement pour toi. Et chers amis, merci beaucoup. À bientôt à tous. Et ben, c'était fini. Merci Karim, au revoir tout le monde. Salut.